posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être même un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Eh bien, comment ça marche? Est-ce que c'est fiable? À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Et aujourd'hui, nous allons nous demander s'il y a une face cachée du nucléaire. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. On nous cache tout, on nous dit rien, c'est ce qu'on entend souvent à propos du nucléaire. Cette industrie, plus que toutes les autres, est accusée de dissimuler les informations sur son fonctionnement et surtout sur ses incidents de parcours. Il y aurait une face cachée du nucléaire et pourtant, nous allons le comprendre dans ce podcast, il y a, du moins en France, un gros effort des acteurs du nucléaire pour l'information du public et des citoyens. Pour en parler avec nous, deux invités de Nucléaire en clair. Christine Noiville, bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes juriste de formation, donc pas vraiment scientifique, mais vous présidez le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, c'est bien ça? C'est tout à fait exact. Et ils ont choisi une non scientifique. Et ils ont choisi une non scientifique à dessein. Très bien, on verra pourquoi tout à l'heure. Paul-Emmanuel Schoeller, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre deuxième invité et vous êtes le grand patron de la com à EDF pour les centrales en général, pas seulement les centrales nucléaires, c'est bien ça, hein? Les centrales nucléaires et puis également les centrales thermiques, effectivement, c'est ça. Donc la communication, le message, l'information auprès du grand public et des autres, eh bien c'est vous en grande partie. Alors, j'ai pas encore prononcé exprès le mot transparence. Est-ce que à l'un et à l'autre, ce mot transparence vous convient ou est-ce qu'il vous gêne parce qu'il est trop vague ou trop philosophique, Christine Noiville? Moi, vous avez dit que j'étais juriste et donc je me reconnais tout à fait dans le terme de transparence qui apparaît de manière un peu nouvelle et inédite d'ailleurs dans la loi française, puisque la loi de 2006 sur le nucléaire s'intitule Transparence et sécurité dans le nucléaire. Donc moi, ça me convient tout à fait. Maintenant, il va falloir qu'on discute effectivement de ce qu'on met sous ce terme. Ouais. C'est très important et les choses ont changé. On n'est plus dans les années 90 après Tchernobyl, donc je pense qu'on en rediscutera. Et à EDF, M. Schoeller? Vous savez, Mme Noiville le disait à l'instant, c'est évidemment un cadre juridique, la transparence, mais c'est bien au-delà de notre point de vue, c'est également, je crois, un état d'esprit. Et ça, c'est tout à fait important. C'est un état d'esprit, ça doit se vivre au quotidien. Et j'aurai l'occasion, je pense, nous aurons, Mme Noiville, l'occasion d'en échanger au cours de cette émission, mais c'est vraiment tout à fait central. Cet esprit de dialogue, c'est à ça qu'on rattache la transparence chez nous, la capacité de dialogue. Il y avait un philosophe, il est toujours là, c'est André Comte-Sponville qui dit que finalement la transparence c'est très simple de nos points de vue, c'est de dire à une personne ce qu'elle n'aimerait pas apprendre par d'autres que nous. Voilà, tout simplement. Donc c'est votre rôle justement de dire avant que ce soit mal dit par d'autres en quelque sorte. C'est important qu'on puisse dire les choses, qu'on puisse expliquer, qu'on puisse montrer, qu'on puisse impliquer. Je crois que c'est un ensemble qui doit se faire régulièrement dans un territoire donné, puisque nos centrales sont dans des territoires, et ça, je crois que c'est important. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Alors, Christine Noiville, cette notion de transparence, est-ce qu'elle n'est pas difficile à cause de la nature du sujet? Parce que d'abord, tout simplement, le nucléaire, c'est invisible. Quand il y a un danger, quand il y a un risque, on ne le voit pas. Oui, alors peut-être avant de répondre à votre question, moi je voudrais rappeler effectivement d'une part où on en est de la transparence aujourd'hui et d'autre part à quoi peut servir une instance comme celle que je préside, parce que je pense que c'est vraiment important. Quand il a créé en 2006, quand le législateur a créé le Haut Comité dont vous avez parlé et que je préside, il a vraiment voulu faire ce que Paul-Emmanuel Schoeller vient de dire, c'est-à-dire rompre avec une tradition d'opacité, de secret, etc., etc. Et faire en sorte, d'assurer que l'État ne soit plus juge et arbitre en la matière, qu'il n'y ait plus de mélange des genres, mettre en place une autorité de sûreté nucléaire qui contrôle, qui rend transparent les conséquences de ces inspections. L'ASN qui est quelque chose de très important, qui est indépendante totalement des ministères. Complètement indépendante, qui joue son rôle de gendarme de manière extrêmement sérieuse et de manière transparente. On peut aussi citer, au-delà donc, du Haut Comité sur la transparence,
le rôle absolument clé des CLI, des commissions locales d'information, qui existaient déjà avant la loi de 2006, mais qui ont vraiment été Ce sont des réunions locales. Hein, exactement. Ça, Monsieur Scheller, vous connaissez ça très bien, les CLI. Ce sont des réunions locales avec le directeur de la centrale, les ingénieurs, les associations, les élus. Et les CLI, c'est effectivement jouer un rôle clé auprès des riverains. Et de la même manière, il faut effectivement savoir reconnaître que depuis un certain nombre d'années, les exploitants eux-mêmes ont fait énormément d'efforts en termes de capacité à faire connaître les incidents, capacité à écrire des rapports annuels de sûreté, etc. Donc tout ça a beaucoup changé, grâce notamment à des instances comme celle que je préside, mais pas seulement. Simplement, il ne faut pas considérer que la messe soit dite pour de très nombreuses raisons sur lesquelles on va revenir, je pense. Sur les CLI, M. Scheller. Alors, la CLI, effectivement, est un des acteurs de la transparence. Je voudrais peut-être revenir d'un mot. Vous savez, quand on est exploitant nucléaire, quand on travaille dans l'industrie nucléaire, comme c'est mon cas, moi ça fait bientôt 15 ans, plus de 15 ans que je travaille dans l'industrie nucléaire, il y a quelque chose qui relève de l'ADN. Vous savez que sur votre métier, quel qu'il soit, que vous fassiez de la maintenance, que vous soyez exploitant ou même que vous soyez un personnel administratif, il y a une vraie ADN qui est de dire que il y a la sûreté, c'est un élément essentiel, mais il n'y a pas non plus de nucléaire sans explication. Et ça, cette pédagogie, alors Madame Laville le dit, ça a progressé dans le temps. Mais je voudrais faire toucher du doigt le fait que les salariés eux-mêmes ont toujours à cœur d'expliquer, de dire ce qu'ils font. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils vivent dans un territoire. Un salarié, comme je l'ai été, j'ai vécu 15 ans à la centrale nucléaire à Chinon, à Saint-Alban, un salarié vit dans son territoire. Et bon, surtout au XXIe siècle, on ne pourrait pas cacher longtemps quelque chose si jamais on voulait le faire. Et la centrale n'est pas un lieu mystérieux. Il y a des visites, notamment des scolaires, qui viennent découvrir et dédramatiser tout ça, quoi, hein. Je vous l'ai dit, finalement, notre philosophie, c'est de dire, c'est d'expliquer, c'est de montrer. Et montrer, c'est effectivement être en capacité d'accueillir des gens. Alors, on met des opérations régulièrement pour faire venir. Mais au-delà des opérations exceptionnelles, c'est dans le tous les jours que ça se montre, dans les centres d'information, mais dans la relation qu'on a aussi avec les élus, avec toutes celles et ceux qui vivent notre territoire. Ça, c'est très important. Madame Laville. Oui, je voudrais à la fois confirmer ce que dit Paul-Emmanuel Scheller et en même temps mettre un bémol. Donc confirmer pour dire qu'effectivement, la donne a vraiment changé. Il faut savoir reconnaître aux autorités publiques et aux exploitants le fait qu'ils ont compris que le citoyen d'aujourd'hui n'était plus celui d'hier et qu'il y avait vraiment besoin d'explications, de transparence, etc. Mais ce sur quoi il faut encore qu'on progresse, c'est la pédagogie. Vous l'avez dit vous-même, hein, c'est vraiment un domaine dans lequel on a une quantité incroyable d'acronymes incompréhensibles, dans lequel le niveau de technicité est extrêmement élevé. Donc nous, au comité, on fait vraiment très attention d'expliquer, de mettre en perspective, d'assurer que quand on parle de problèmes sur la cuve de l'EPR, les gens comprennent bien de quoi il s'agit, etc., etc. Et puis l'autre bémol, c'est quand même qu'on a beau donner de l'information, et ça c'est vraiment une question je crois, de société qui intéresse toute notre démocratie. On a beau progresser en termes d'information, on s'aperçoit que finalement la défiance est toujours là. Et il faut qu'on s'interroge ensemble sur comment on fait. Alors justement, prenons un exemple historique, un gros ratage. Hein, c'est l'affaire du nuage de Tchernobyl en 86. Comment cette histoire est entrée comme ça dans l'esprit des gens ? Par quelle erreur de communication ? Ah ça, alors là, il faudrait leur demander directement. Vous voulez dire des gens qui... plus maintenant. Alors, rien n'est... Enfin, je veux dire, je ne suis pas grand devin, donc je ne suis incapable de vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chose absolument évidente. Il y a deux choses qui me paraissent évidentes. D'une part, il y a eu de gros progrès, évidemment, en termes de communication, de gestion de crise, etc., etc. D'autre part, la démocratie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. On l'a dit, et encore une fois, on sait, beaucoup de gens savent que les choses ne peuvent plus se passer de la même manière. Et enfin, il y a des instances. Et celle que je préside, par exemple, est très importante, Paul-Emmanuel Scheller la connaît bien, qui est là comme une instance pluraliste, c'est tout son intérêt, dont la composition est très diversifiée, donc sont autour de la table non seulement les exploitants, les pouvoirs publics, mais aussi toute une série d'associations, de syndicats, etc., et de parlementaires, de sorte que dans cette espèce de saine émulation, il y a une pression qui s'exerce, qui fait qu'on ne peut pas cacher des choses comme on pouvait le faire il y a des années. Et je pense vraiment que ça change la donne. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il apparaît dans les baromètres IRSN que les gens plébiscitent à 90 ou 95% les instances pluralistes comme celle-là. Ils savent que l'info,
La transparence, elle vient d'instances comme celle-là où le contradictoire se joue. Alors justement, le contradictoire et aussi la multiplication des sources d'information. Les médias, il y en a plus qu'avant. Les réseaux sociaux sont arrivés. Paul-Emmanuel Schoeller, vous à EDF, il faut que vous communiquiez parce qu'il n'y a rien de pire que le vide et le silence parce que d'autres vont communiquer à votre place. Vous avez raison. D'abord, on est dans une société de l'information. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que l'information ne manque pas, de mon point de vue. L'enjeu, même trop, non ? Alors, d'aucuns parlent d'infobésité, ce genre de choses. Ce qui est certain, c'est qu'il faut donner la bonne information au bon moment et dans le bon contenu. Le bon contenu, c'est celui qui est accessible au plus grand nombre, certes, mais aussi en fonction d'un degré de précision qui s'y est à l'instance dans laquelle on parle. Le grand public, effectivement, et vous l'avez rappelé, Mme Noisville, j'insiste toujours auprès de mes équipes sur la nécessaire pédagogie. Parler simple, parler juste, parler vrai, c'est ce qu'on essaie de faire en régulier. Vous pouvez donner des informations beaucoup plus précises quand vous êtes dans des enceintes un peu plus techniques, mais ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir faire émerger dans un monde surinformé, parce que moi je demeure persuadé qu'on n'a pas un problème d'information, elle est disponible. Le problème, c'est d'en trouver la bonne, la juste, la plus équilibrée, celle qui permet aussi aux citoyens de se faire sa propre idée de la façon la plus juste. Justement, Mme Noisville, on disait tout à l'heure que vous n'étiez pas scientifique de formation. Comment fait-on pour communiquer, pour expliquer, pour rendre plus transparent des matières qui sont très, très techniques, hautement scientifiques. Comment on ça, fait ? c'est évidemment la grande gageure dans cette matière, c'est une évidence. Je pense que l'intérêt d'une instance comme le Haut Comité, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir autour de la table tous ces gens qui ont des expertises différentes, des opinions différentes, des intérêts différents, et qui néanmoins sont invités ici à croiser leur vision des choses et in fine à expliquer quel a été le problème avec la cuve de l'EPR, quel est le problème avec Framatome, etc., etc. L'expliquer avec des mots qui conviennent à tout le monde. Et je crois que c'est ça dont a vraiment besoin le public. C'est vraiment un repère, un lieu repère, un lieu privilégié où il sait qu'il va avoir de l'information claire, disponible, accessible, mise en perspective, hiérarchisée, etc. Mais voilà, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on s'arrête là parce qu'il me semble qu'il y a d'autres, il y a quand même des sujets. Je suis tout à fait d'accord avec Paul-Emmanuel Schoeller. Aujourd'hui, on a moins un problème de manque d'information que de surinformation et de hiérarchie de l'information. Il n'empêche qu'il y a quand même toute une série de sujets, et on le voit bien dans le débat de mon comité, sur lesquels un certain nombre d'acteurs souhaiteraient en savoir davantage ou savoir plus vite. Donc c'est quand même une question, et on vient de travailler ensemble sur la question du secret en matière nucléaire, comment on l'articule, certains secrets protégés par la loi, comme le secret des affaires, le secret défense, avec la nécessaire transparence. Et c'est vrai que là, il y a encore des calages à faire. Qu'est-ce qu'on cache, justement ? Qu'est-ce qu'on cache ? Juste d'un mot, je voudrais juste réagir. Oui, c'est un sujet compliqué, le nucléaire, mais vous savez, et pour le voir régulièrement avec mes collègues autour des centrales nucléaires, il y a aussi des sujets de simplicité. Ouais. Et parfois, tout n'est pas complexe. Il y a des sujets de simplicité et des sujets qui font que quand on est riverain, on se pose parfois un certain nombre de questions tout simples. Qu'est-ce que c'était que ce bruit qu'on a pu entendre ? Pourquoi vous avez coupé tels arbres ? Qu'est-ce que vous avez fait ici ? Et ça y contribue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a tout ce panel et toute cette gamme. Et il faut être présente et savoir répondre à cet ensemble de questionnements. Je reviens à ce que vous disiez, Mme Noisville, sur les choses qu'on doit cacher. Qu'est-ce qu'on doit cacher pour des raisons de sécurité, pour éviter le terrorisme, tout simplement. C'est un sujet absolument clé, effectivement. Vous le soulignez. La loi française affirme un principe de transparence. Elle reconnaît, à côté de ça, qu'il y a toute une série d'exceptions dans lesquelles, néanmoins, on peut garder secret de certaines informations parce que sont en jeu soit les intérêts industriels et commerciaux d'un certain nombre d'entreprises, soit l'intérêt de la défense nationale, par exemple. Bon. Et personne n'a envie de remettre en cause la légitimité de ces exceptions. Simplement, tout l'enjeu, c'est de savoir comment ceux qui ont le droit de les utilisent. Est-ce que le secret des affaires, c'est pas un argument un peu commode à brandir en disant « Ah non, désolé, je ne vais pas vous donner cette information parce que secret industriel et commercial ». Est-ce qu'on ne fait pas la même chose en temps de terrorisme avec le secret défense ? Et là, il y a vraiment un travail à mener, qu'on est en train de mener dans notre instance, qui consiste effectivement à arriver à identifier tous ensemble les critères et les justifications qui font que, quand même, le principe de transparence doit, in fine, rester la règle.
Sur le cheminement de l'information, je voudrais qu'on m'explique comment ça marche. Prenons un incident, pas très grave, mais qui existe. Je crois qu'il y a une échelle. Hein. Il y a une échelle dans l'échelle INES, c'est ça. Hein, c'est l'échelle INES, effectivement. Donc c'est plus ou moins grave. 7, c'est très grave, c'est ça, hein. Alors ça va de 0 à 7. Ouais. Mais ce qui est important, et c'est intéressant votre question, parce que ce n'est pas le seul critère de déclenchement de l'information. Non, mais enfin, prenons un incident assez minime de 1. Hein, bon, vous allez, par exemple, vous, EDF, vous communiquez. Comment ? C'est vous d'abord qui communiquez, qui donnez l'information ? Alors, le schéma de la communication d'une information sur ce que nous, on appelle dans notre jargon un événement, un incident d'exploitation, encore une fois, qu'il soit classé ou non. C'est important. Oui. Parce que nous parlons aussi des événements qui ne sont pas classés. Oui. Eh bien, c'est très simple. D'abord, on va décrire l'événement, on va ensuite informer un certain nombre de parties prenantes, que sont les commissions locales d'information, que sont l'autorité de sûreté nucléaire locale, les élus de proximité, en général la presse quotidienne régionale, et puis ces informations, vous les retrouvez, on a tout un tas de dispositifs. Mais concrètement, vous faites ça comment ? En signaux de fumée, en fax ? Non, chaque centrale nucléaire a deux choses à disposition, c'est le compte Twitter et le mini-site internet. Le compte Twitter, donc ça c'est très important. Toutes les centrales ont un compte Twitter. En dehors d'EDF, je pense que les autres acteurs du nucléaire sont également équipés de en général, ils sont équipés de compte Twitter. Donc, mais ce n'est pas la seule chose, parce qu'il ne suffit pas de poser, une brève sur un compte Twitter. Les informations dont je vous fais part, en général, sont également doublées d'un appel physique. Alors évidemment, si ça arrive le week-end, parce qu'on a aussi des astreintes et que la personne est sur messagerie, on lui laissera un message, mais j'insiste auprès de mes équipes pour que ce type de contact se fasse de façon téléphonique, qu'il y ait une vraie conversation. Parce que derrière la brève, alors de quoi s'agit-il ? Pour fixer les choses, tel salarié a chuté dans l'escalier, dans la centrale, dans la salle des machines, il s'est foulé la cheville, les pompiers vont arriver. Eh bien là aussi, on va avertir. Et ce n'est pas un événement classé. Oui, parce que des pompiers qui arrivent sur une centrale nucléaire, il y en a en permanence, mais si on voit arriver des voitures, on se dit ça il se passe quelque chose localement, et les gens ont également des comptes Twitter, sont sur les réseaux sociaux, et ça peut déclencher une panique. Absolument, absolument. Moi, je vais vous le dire, j'ai vécu des situations où on a dû, alors même qu'on avait informé, etc., vous êtes dans une logique où des comptes Twitter ont cru bon de relayer cette information en l'amplifiant, en la déformant, et donc il a fallu expliquer. Vous voyez, donc c'est toujours important d'expliquer au plus près du terrain ce qui s'est passé. Et encore une fois, qu'il s'agisse d'un événement classé ou pas, vous avez une situation... Donc ça part de vous, ça remonte à différentes instances, ça atteint les médias, l'ASN, les CLI, et ça arrive chez vous aussi, Madame Noisville. Ça arrive chez moi par l'intermédiaire des membres du haut comité qui effectivement soit considèrent que la chose est convenablement prise en charge, soit ont une question, et c'est là que tout l'intérêt du débat contradictoire. Moi je voudrais, si ça ne vous dérange pas, ouvrir une toute petite fenêtre sur ce qui me paraît être une autre acception de la transparence ou de l'information, enfin ce que demande le public. Parce qu'on est tout à fait d'accord sur ce qui a été dit jusqu'ici, mais il me semble qu'il y a une nouveauté qui est caractéristique de notre démocratie, qui ne concerne pas seulement le nucléaire, d'ailleurs on retrouve la même chose dans le domaine des biotech ou des nanotechnologies, qui est que bien sûr les gens veulent savoir, veulent qu'on ne leur mente pas, veulent etc., etc. Mais quand on leur pose la question de savoir ce qui est particulièrement crucial pour eux, organiser un débat public, les mettre dans la boucle d'une décision, leur donner de l'info, etc., ils disent non, pour moi le plus important, c'est que les expertises soient accessibles et soient organisées de façon contradictoire. Et elles le sont. Alors, c'est tout l'enjeu de notre démocratie du XXIe siècle. Encore une fois, l'idée, c'est de dire, voilà, les grandes décisions qui se prennent dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine du nucléaire, qu'on parle de décisions de sécurité, de sûreté, etc., sont fondées sur des expertises, pour la grande majorité d'entre elles, personne ne le remet en cause. Mais ces expertises, par qui sont-elles faites ? Ont-elles été faites par des gens qui peuvent avoir des avis divergents ? Est-ce que les avis minoritaires ont été pris en considération, etc. Ce que dit le public aujourd'hui quand on l'interroge, c'est « moi, je veux que ces informations-là, d'abord que les expertises soient contradictoires, mais aussi que ces infos, elles soient directement accessibles, par exemple, à des associations. Moi, je n'ai pas nécessairement, en tant que public, envie d'aller voir quelles sont les données de base très techniques qui ont été utilisées par les experts, mais je veux que telle association ou telle autre puisse pouvoir, à partir de là,
refaire ses propres expertises et challenger les expertises officielles. Que l'ensemble des données soient disponibles. Exactement. Ouais. Et on retrouve ça aujourd'hui avec les données du Covid. Et je pense que c'est très important parce que ça montre que les demandes des citoyens, elles ont changé, elles sont en train de changer. Et je pense qu'il faut qu'on sache entendre ça. D'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus au comité. Vous savez, sur ce volet-là, une illustration. Il y a maintenant presque 10 ans, nous avons accepté EDF en lien avec l'autorité de sûreté nucléaire. Vous savez que régulièrement l'autorité de sûreté nucléaire vient nous voir dans nos installations pour faire des inspections. Eh bien, nous avons accepté d'ouvrir ces inspections à des tiers. Ces tiers qui sont membres des commissions locales d'information auxquelles nous avons fait référence. C'est un peu la logique qui est décrite ici par Mme Noiville. C'est de donner, non seulement à voir, de se forger son opinion, de comprendre aussi parfois la difficulté du sujet, et voire même possiblement de contribuer, de participer à la compréhension. Je crois que je vous rejoins sur ce point-là. Il est important qu'on puisse, comme on dit maintenant dans le jargon, donner à voir et offrir ces possibilités. Assurer aussi que le fondement des décisions prises a été discuté, y compris par ceux-là même qui ne sont pas d'accord. Y compris, ouais. Mais aussi discuté par les experts, entre experts, y compris par ceux-là même qui sont minoritaires dans leur point de vue, dans leur positionnement. Eh bien, nous allons conclure là-dessus et je voudrais reprendre, Paul-Emmanuel Schoeller, la citation que vous faisiez tout à l'heure au début de ce podcast, citation de André Comte-Sponville, le philosophe, qui disait « dire au public tout ce qu'il n'aimerait pas apprendre par d'autres que nous ». C'est la définition de la transparence que nous avons essayé de faire dans ce podcast. Je vous remercie tous les deux, Christine Noiville, qui présidait le Haut Comité pour la transparence du nucléaire, et vous donc, Paul-Emmanuel Schoeller, responsable de la communication pour les centrales EDF thermiques et nucléaires. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.